Le héros de notre histoire était destiné à être mauvais, malgré les tentatives répétées de son grand-père, le plus puissant guerrier du continent, pour changer le destin de son petit-fils. Finalement, le grand-père décida de rendre son petit-fils suffisamment fort pour surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin et lui donna les reliques sacrées les plus solides pour l'aider à surmonter son destin. Notre héros réussirait-il à défier le destin ou connaîtrait-il la même fin? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. À une époque totalement différente de celle que nous vivons aujourd'hui, dans la salle du trône du roi des Nations Unies et chef du premier continent, Reinhard von Euclide était assis et s'adressait à son unique petit-fils. Il lui expliqua qu'il avait prévu un avenir dans lequel son destin le transformerait en un méchant et que les premiers, deuxième, troisième et même quatrième continents seraient détruits par sa main. Par conséquent, dans le futur, il avait tenté à maintes reprises de mettre fin à ses jours, mais le résultat était toujours le même, changer le destin inévitable s'avérait impossible. Reinhard a connu des échecs répétés à chaque fois, constatant de ses propres yeux la dévastation que son petit-fils pouvait apporter au monde et la ruine qu'il pouvait provoquer. Après avoir perdu tout espoir de succès, le désespoir était tout ce qui restait. Il résolut donc de prendre des décisions plus dures. Reinhard quitta le trône et s'approcha de son petit-fils, lui disant que malgré tout, le jour de sa naissance, Reinhard avait retrouvé espoir et ne pouvait pas prendre une décision difficile qu'il pourrait regretter plus tard. Il s'adressa ensuite à son petit-fils, Quin von Wied, et lui demanda de le suivre. S'il ne pouvait pas changer le destin, il s'efforcerait de le rendre immensément fort, plus fort que quiconque ou quoi que ce soit, au point que le destin lui-même s'inclinerait devant lui et ne l'influencerait plus jamais, brisant ainsi le cercle vicieux de la misère et du désespoir. Suite à cette conversation, Caïn, le héros de notre histoire, a passé 13 ans avec son grand-père, se remémorant chaque détail de cette période. Sur le quatrième continent, gouverné par la loi et le pouvoir, un criminel avait pris une femme en otage et avait commencé à négocier avec les gardes pour sa vie. La femme hurlait, pleurait et les suppliait de la sauver, expliquant qu'elle était mère et avait un jeune enfant. L'une des gardes féminines fit remarquer qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder cela se produire, tandis qu'une autre garde souligna qu'elle ne pourrait pas la sauver dans les circonstances actuelles. Le capitaine cria sur le criminel, le réprimandant pour avoir pris une femme en otage de cette manière et lui demandant comment il pouvait se qualifier de guerrier. Le criminel répliqua que les paroles du capitaine ne changeraient rien à la réalité, car la vie de la femme dépendait de leur décision. La femme continua de pleurer, leur disant que son enfant venait de faire ses premiers pas la veille. À ce moment-là, une mystérieuse silhouette apparut et s'adressa au criminel, Kurogami Makuro, connu sous le nom de démon loup noir, lui demandant s'il était vraiment cette personne. Makuro fut surpris que l'étranger connaisse son nom mais continua à parler d'un ton sinistre, avec des yeux malveillants, affirmant qu'il semblait avoir complètement succombé au mal et aux ténèbres. Alors que Makuro essayait de questionner le sens des mots de l'étranger, il ne put terminer sa phrase, car l'étranger lui coupa rapidement le cou en un instant. Non seulement le cou du criminel fut coupé, mais aussi celui de l'otage. Les gardes restèrent abasourdis, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Le capitaine hurla de colère à l'étranger, lui demandant pourquoi il avait tué l'otage avec le criminel, affirmant qu'ils étaient là pour la sauver. Mais avant que le capitaine ne puisse demander à l'étranger son identité ou son but, l'étranger se précipita et tua l'un des gardes sans aucun avertissement ni justification. Cela laissa le capitaine et la garde féminine restante complètement choqués. Instinctivement, le capitaine attaqua l'étranger pour venger son garde tombé, mais celui-ci le bloqua habilement sans bouger ni se tourner vers lui. C'est alors que le capitaine réalisa qu'il avait perdu le contrôle de ses émotions et qu'il avait agi de manière imprudente dans son attaque. La garde féminine remarqua la position vulnérable de son capitaine, exposé aux attaques de l'ennemi, et se précipita rapidement vers lui. Mais l'étranger resta immobile, la regardant avec une froide indifférence alors que son épée s'approchait de son cou. L'étranger l'informa que l'otage avait été complice de ses guerriers. Elle lui demanda ce qu'il entendait par là. L'homme mystérieux lui répondit que même sa collègue, qu'il venait de tuer, faisait également partie de leur plan. Le capitaine fut choqué et répondit qu'il était impossible qu'une telle affirmation soit vraie. L'homme mystérieux rétorqua que s'ils fouillaient leurs poches maintenant, ils trouveraient la preuve, car les membres de Kokomi, l'organisation à laquelle appartenait Makuro, portaient toujours une pièce d'identité sur eux. En effet, la garde a fouillé leurs poches et a trouvé un badge portant la marque de l'organisation Kokomi. Même le capitaine fut stupéfait de le découvrir sur le garde sous ses ordres, déclarant qu'il ne pouvait pas croire qu'une telle chose se soit produite sous ses yeux sans qu'il ne s'en aperçoive. L'homme mystérieux quitta alors le site, continuant son chemin. Cependant,
Le capitaine et le garde le suivirent rapidement, le saluèrent et lui exprimèrent leur gratitude. Le capitaine se présenta comme étant Twinko de la secte du Taureau Bleu. L'homme mystérieux répondit qu'il avait simplement fait ce que n'importe qui à sa place aurait fait. Le capitaine lui demanda comment il avait su qu'il faisait partie de Kokomi. Il répondit qu'il ne le savait pas, il avait simplement attaqué le mal. Bien sûr, il devint clair que l'homme mystérieux était Cain von Euclide, le petit-fils de Reinhard von Wied. Cain se rendit dans un restaurant pour manger. Là, son grand-père l'attendait, débordant de fierté, et lui dit qu'il l'avait rendu fier et qu'il devait être fier de lui-même pour avoir vaincu le mal et sauvé des gens. Cain remercia son grand-père pour ses paroles aimables. Cependant, le ton de son grand-père changea et son expression devint plus sérieuse. Il interrogea Cain, se demandant comment il savait et était si sûr que l'otage était complice. Il lui demanda également ce qu'il aurait fait et comment il se serait senti si l'otage avait été innocent. Cain répondit fermement, affirmant qu'il était certain qu'elle était complice. Son grand-père lui demanda sur quelle base il était parvenu à cette certitude. Cain expliqua que le médaillon qu'on lui avait donné 4 ans auparavant lui avait confirmé que les deux individus étaient mauvais. Son grand-père lui demanda si c'était l'anneau sacré qui lui avait révélé cela. Cain fut surpris et demanda si l'artefact pouvait provenir du 3e continent. Cain sentit que quelque chose clochait et demanda à son grand-père s'il avait volé l'artefact de ce continent, lui rappelant son conseil de ne jamais commettre d'actes mauvais, car le vol était un acte honteux. Son grand-père lui dit de se taire, lui disant que s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu changer le destin de son petit-fils. Cain demanda s'il était vraiment nécessaire de voler des artefacts d'autres continents. Son grand-père l'affirma. Cain demanda alors si cela s'appliquait également aux pêches du royaume céleste et aux reliques sacrées des profondeurs de l'océan. Perdant son sang-froid, le grand-père ordonna à Cain d'arrêter de parler, déclarant que ce qui comptait maintenant était de savoir si l'anneau sacré lui avait vraiment montré qui étaient les méchants. Cain répondit que les 3 individus étaient enveloppés de noir lorsqu'il les vit et qu'ils étaient incroyablement maléfiques, et qu'il n'avait fait que suivre les instructions de son grand-père pour les éliminer. Son grand-père répondit en disant que l'anneau sacré l'avait accepté comme son propriétaire, ce qui signifiait que son étoile céleste meurtrière avait été complètement libérée des contraintes d'un destin prédéterminé. Il ajouta que le destin avait été cruel, mais qu'atteindre ce stade et s'y opposer était un exploit incroyable. Le grand-père continua de parler, mais Cain, malgré les 13 années passées avec lui, ne parvenait toujours pas à comprendre pleinement sa vision du destin. Le grand-père conclut en disant à Cain de ne pas s'encombrer d'y penser maintenant, car savoir ce qu'il savait ne lui apporterait qu'un épuisement à vie. Il plaisanta avec son petit-fils, disant que son corps ressemblait maintenant à celui d'une bête. Il ajouta que Cain était vraiment son petit-fils, bien que Cain ne puisse pas déterminer s'il s'agissait d'un compliment. Cain demanda à son grand-père s'il faisait des éloges à son égard. Ce dernier se mit à rire et lui dit d'interpréter cela comme il le souhaitait. Après le dîner, Cain et son grand-père se retirèrent pour la nuit. Avant que le grand-père ne s'endorme, il appela Cain. Cain répondit et lui demanda ce qu'il voulait. Le grand-père dit à Cain que plus rien ne les liait et qu'il pouvait désormais vivre sa vie librement. Cain répondit qu'il ferait toujours le bien et combattrait le mal partout où il existait. Il affirma également qu'il vivrait librement mais dans les limites des enseignements que son grand-père lui avait inculqués pendant des années. Le grand-père exprima sa joie d'entendre cela, se sentant rassuré que son petit-fils ait développé le bon état d'esprit et que ses efforts n'avaient pas été vains. Le grand-père s'endormit ensuite après leur conversation, tandis que Cain resta éveillé pendant un certain temps, réfléchissant à son avenir. Le lendemain matin, Cain se réveilla et erra dans sa chambre, mais il ne trouva son grand-père nulle part. Tout ce qu'il trouva, c'était une enveloppe posée sur la table. Il l'ouvrit et trouva une lettre adressée par son grand-père, indiquant que leur voyage ensemble avait pris fin ce jour-là, même si cela pouvait sembler soudain. Cependant, le grand-père assura à Cain qu'il avait appris tout ce qu'il devait savoir et l'exhorta à continuer sa vie sans se laisser contraindre par le destin. Le grand-père ajouta encore une chose, peu importe ce que les autres pouvaient dire, Cain n'était pas une mauvaise personne. Cain murmura pour lui-même, comme s'il essayait de se convaincre qu'il savait désormais qu'il n'était pas mauvais. À la fin de la lettre, son grand-père lui laissa un mot lui conseillant de rechercher Kyle, le forgeron du continent central, car il serait un allié précieux dans son voyage. Sur son chemin, Cain rencontra un groupe d'individus suspects. Sans hésiter, il les attaqua et les tua tous, guidés par le médaillon indiquant leur nature maléfique. Malgré leur supériorité numérique, Cain ne fut pas affecté,
car ses compétences au combat étaient inégalées, et aucun d'entre eux ne pouvait même l'égratigner. L'un d'eux hurla de colère, accusant Caïn d'être un monstre et affirmant qu'il avait commis une grave erreur en offensant l'organisation Cocomi, qui ne lui laissait pas la vie sauve. Mais avant que l'homme ne puisse mettre sa menace à exécution, Caïn lui coupa la tête en un instant, et ses partisans subirent le même sort tout aussi rapidement. Caïn se sentit frustré lorsque son épée se brisa et marmonna que ses épées ne duraient jamais longtemps. Les membres restants du groupe devinrent furieux et lancèrent une attaque féroce, déterminés à venger leurs amis et à le tuer. Bien que son épée soit cassée, Caïn attaqua rapidement et les décapita tout d'un seul coup. Lorsque son épée devint inutilisable, il la jeta et continua son assaut à main nue. Malgré leurs appels à la clémence, Caïn n'arrêta pas de porter des coups, devenant de plus en plus violent et implacable. L'un d'eux, le nez cassé, essaya de l'arrêter, le suppliant de parler un instant. Caïn répondit par un coup de poing puissant directement dans son visage, le faisant tomber instantanément au sol. Caïn fit remarquer qu'il était très difficile d'assommer quelqu'un sans le tuer, tout en regardant l'homme allongé devant lui. L'homme, parlant à travers sa douleur, admit qu'il n'était qu'un membre subalterne du groupe sans réelle importance. Caïn répondit qu'il le savait déjà. L'homme, surpris, demanda comment Caïn pouvait le savoir, mais Caïn ne répondit pas, conscient de cela car l'homme lui était apparu en blanc. Caïn dit alors à l'homme qu'il voyait en lui un potentiel de réhabilitation et lui conseilla de réfléchir à sa vie, car il passerait une partie de celle-ci en prison pour expier ses actes. Caïn ramassa une épée par terre, la trouvant suffisamment décente pour s'en servir pendant un certain temps. Il remarqua une lumière vive et pure émanant d'un château voisin. Il reconnut cette lumière, l'ayant déjà vue alors qu'il était avec son grand-père, et sut que la personne là-bas était digne de confiance. Il décida de laisser le reste entre les mains de cette personne. Du haut du château, un vieil homme observait Caïn et remarqua que lorsqu'il avait entendu parler d'un jeune étranger d'accent grave peine 20 ans qui avait décapité Kurogami Makuro d'un seul coup, cela avait piqué sa curiosité. Cependant, le fait que Caïn ait senti sa présence à une si grande distance lui avait fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un guerrier ordinaire. Le vieil homme se demanda ce qui avait poussé Caïn à tuer tous ces gens tout en épargnant le seul survivant, comme s'il avait volontairement laissé le sort de l'homme entre ses mains. Les pensées du vieil homme furent interrompues par l'arrivée d'une jeune fille qui l'appela alors qu'elle montait la tour. Elle courut vers lui et lui demanda pourquoi il était là et ce qu'il faisait. Il répondit qu'il devait d'abord venir à tel endroit. Soudain, le vieil homme sursauta et disparut de sa vue avant même qu'elle ne se rende compte qu'il avait bougé. Cependant, elle ne le lâcha pas encore, elle bondit après lui, insistant pour l'accompagner. Le vieil homme et la jeune fille se déplacèrent à une vitesse incroyable et, en quelques secondes, ils atteignirent l'un des membres de Cocomi. Le vieil homme le frappa à la tête, le faisant retomber à terre, et fit remarquer que l'homme était sur le point de leur échapper. La jeune fille demanda l'identité de cette personne qu'ils étaient venus chercher spécialement. Lorsqu'elle aperçut l'emblème qu'il portait, son expression changea, le reconnaissant comme un membre de Cocomi. Elle tira son épée et demanda au vieil homme si cette personne était toujours en vie et si elle devait le tuer. Le vieil homme répondit qu'il serait jugé conformément à la loi devant un tribunal. La jeune fille, Churan, se demanda s'il fallait vraiment attendre que le tribunal décide de son sort, arguant que ceux qui choisissaient volontairement le mal devaient être éliminés immédiatement. Le vieil homme répondit qu'une autre personne l'avait attaqué en premier, rendant sa capture possible, et que cette personne avait voulu qu'il soit jugé. Churan fut surprise et demanda au vieil homme comment quelqu'un pouvait communiquer avec lui, éliminer tout ce groupe et partir avant leur arrivée. Elle devina que cette personne avait dû être capable de sentir la présence du vieil homme à une si grande distance, s'émerveillant que même les meilleurs disciples aient fait de leur mieux pour localiser le maître mais n'aient jamais pu sentir son aura ou même voir son ombre. Elle ajouta que si elle n'avait pas eu connaissance de son endroit préféré dans la tour, elle n'aurait pas pu le trouver non plus. Le vieil homme rit, remarquant que le jeune homme était en effet vif d'esprit, mais Churan trouva étrange qu'il le qualifie d'enfant. Churan demanda au vieil homme si la personne qui avait lancé l'attaque avait vraiment à peu près son âge. Le vieil homme, légèrement troublé, répondit qu'il avait en effet à peu près son âge. Son attention fut attirée par le morceau d'épée brisé posé sur le sol, et il remarqua que cette épée était sans aucun doute celle utilisée pour les vaincre. Churan commenta que la lame était cassée, et le vieil homme exprima sa surprise que Caïn n'ait pas pu protéger l'épée en utilisant son énergie intérieure. Il ne pouvait que conclure que Caïn avait vaincu tout le monde sans utiliser aucune énergie intérieure. En réalisant cela, le vieil homme comprit que Caïn était à un tout autre niveau en termes de prouesse physique et de compétences en escrime.
Chiron s'est enthousiasmé en entendant cela et a demandé au vieil homme si cela signifiait que Caïn était vraiment extraordinaire et talentueux. Dans le continent central, une région créée pour promouvoir la paix entre tous les continents, où de nombreuses personnes se rassemblaient pour vivre ensemble dans une harmonie durable, la région regorgeait également de produits et de spécialités renommées de chaque continent, avec des marchands partout vendant une variété de produits. Au port central de Shuro, les gens ont remarqué une diseuse de bonne aventure du deuxième continent, célèbre pour prédire tout, des questions académiques aux problèmes émotionnels et à la richesse. Caïn se sentit agacé par la foule qui l'entourait et voulut trouver rapidement la gare. À ce moment-là, la diseuse de bonne aventure l'appela, remarquant qu'il semblait tendu et anxieux, et lui proposa de lire son destin à moitié prix. Caïn déclina poliment et lui dit qu'il n'était pas intéressé. La diseuse de bonne aventure répondit, l'exhortant à reconsidérer sa décision. La diseuse de bonne aventure continua, notant que tout le monde avait entendu parler de la prêtresse voyante du deuxième continent, qui pouvait percevoir le destin quelle que soit sa forme. Elle promit de révéler son destin, quelque chose qui pouvait exciter n'importe qui. Une troisième silhouette émergea de la foule, une jeune fille aux cheveux blancs s'approcha de la diseuse de bonne aventure et lui demanda de lui révéler son propre destin. La diseuse de bonne aventure lui demanda ce qu'elle voulait savoir exactement. La jeune fille répondit que si elle pouvait voir le destin des autres, elle ne pouvait jamais discerner le sien. La diseuse de bonne aventure lui demanda si elle s'intéressait vraiment au destin et à la fatalité. La jeune fille confirma que c'était exactement ce qu'elle voulait comprendre. Pendant ce temps, Caïn observait la fille de près, déduisant qu'elle pourrait appartenir au clan du renard argenté, étant donné ses grandes oreilles et sa queue touffue. La fille remarqua que Caïn la regardait et l'examinait. Elle l'appela, lui demandant si ses oreilles et sa queue lui étaient étranges. Caïn s'excusa, expliquant qu'il n'avait pas voulu l'offenser. La fille s'approcha de lui, lui disant qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, ajoutant qu'elle pensait qu'il s'intéressait à elle et voulait entamer une conversation. Elle fit remarquer qu'il semblait que cela était le destin pour eux de se rencontrer ainsi. Elle lui demanda alors s'il souhaitait que sa fortune soit lue en même temps que la sienne, proposant de payer pour lui. Caïn déclina gentiment son offre. La jeune fille feignit la tristesse et fit remarquer que c'était la première fois qu'elle se rendait sur le continent central et qu'elle hésitait à se faire lire sa bonne aventure seule. Elle ajouta que Caïn semblait également intéressé à en savoir plus sur son destin. Caïn répondit qu'il n'avait pas besoin de savoir quoi que ce soit et qu'il était très bien comme il était. La jeune fille répondit que s'il ne se faisait pas lire sa bonne aventure, elle ne le ferait pas non plus et qu'elle partirait. La diseuse de bonne aventure essaya de l'en empêcher, mais la jeune fille partit quand même, laissant la diseuse furieuse, marmonnant que ce n'était pas une bonne journée pour elle. Une autre fille du clan du renard argenté est apparue et a demandé s'il devait intervenir pour rétablir l'ordre. Tamara a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'agir, faisant remarquer que la fille avait de toute façon été impolie. La deuxième fille a noté que des individus méchants exploitaient souvent la renommée de la diseuse de bonne aventure, qui avait la capacité de voir le destin, en utilisant son nom pour leurs entreprises commerciales. Tamara a répondu que s'il réglait chaque problème mineur, il n'y aurait pas de fin. Cependant, elle a ajouté qu'elle était plus intriguée par le jeune homme qu'elle avait rencontré plus tôt. À ce moment-là, Caïn avait finalement atteint la gare. Tamira continua d'expliquer qu'elle était intriguée par Caïn parce qu'elle ne pouvait rien voir ou discerner de lui. L'autre fille lui demanda ce qu'elle voulait dire, et Tamira clarifia que son destin lui était complètement caché et restait une énigme mystérieuse. Elle ajouta que le destin de Caïn était entièrement exempt de tout défaut, dépourvu de couleur ou d'odeur, et que c'était la première fois qu'elle rencontrait un tel phénomène, ce qui la rendait impatiente de lui parler davantage. L'autre fille demanda s'il pouvait tenter de voir son destin, mais Tamir répondit que ce n'était pas nécessaire, car elle était certaine qu'il se reverrait. La jeune fille fut surprise et lui rappela qu'elle venait de dire qu'elle ne voyait rien de lui. Tamira lui expliqua qu'au lieu de voir son destin, elle avait vu autre chose, un billet de train pour la capitale, Bral. Elle fit remarquer à quel point cette coïncidence était étrange car elle aussi se dirigeait vers Bral pour une raison quelconque. Voir Caïn lui avait rappelé un vieil homme qu'elle avait rencontré il y a longtemps, qui avait également un destin mystérieux. Elle était curieuse de savoir où se trouvait cet homme maintenant et ce qu'il faisait. L'autre fille demanda si cet homme pouvait être le méchant qui avait volé le trésor du premier roi des bêtes. Tamira confirma qu'il s'agissait bien d'un méchant, mais elle se rappela aussi ses paroles de l'époque, le destin était quelque chose que les humains pouvaient contrôler eux-mêmes, et si l'on ne pouvait pas définir son destin, il fallait faire ses propres choix. Ces mots lui étaient restés en mémoire. À cause de cela, alors qu'elle essayait de voir autre chose que le destin de Caïn,
elle avait inconsciemment vu le billet de train et savait qu'il se reverrait dans le train. Caïn pensait à Tamira, membre du clan du renard argenté, et à ses fréquentes conversations sur le destin. Il se souvint que son grand-père avait un jour évoqué une fille dont le destin était lié à 3 étoiles, dont une prêtresse du clan du renard argenté, capable de voir les profondeurs du destin. Selon la prophétie, la prêtresse était destinée à lui transpercer le cœur avec une lance. Pourtant, il trouvait cela étrange car cette prêtresse était censée être son ennemi juré. Cependant, au lieu de lui montrer de l'hostilité, elle lui avait montré de l'amitié et de la gentillesse. Caïn supposa que ce changement était dû au fait que son destin était devenu plus neutre. Sur la base de cette hypothèse, d'autres destins auraient également pu changer. Selon son grand-père, Caïn était à l'origine destiné à tuer 20 personnes. Il s'agissait uniquement des destins importants, et si l'on ajoutait les plus petits, le nombre dépasserait 100. Il en conclut que modifier ses destins et échapper à la mort était le but premier et unique de son voyage. Dans la capitale Bral, située au centre du continent, les gardes accueillaient les visiteurs dans le quartier du Cœur de Fer. Caïn s'approcha d'une des ouvrières et lui dit qu'il recherchait un individu précis et qu'il avait besoin de son aide pour le retrouver. Elle lui demanda poliment le nom de la personne qu'il recherchait, mais elle fut choquée lorsque Caïn lui dit qu'il recherchait le forgeron Kyle Diple. Elle répondit que pour rencontrer M. Kyle, il fallait prendre rendez-vous à l'avance. Caïn lui tendit une boîte en bois et lui dit qu'au lieu de prendre rendez-vous, il avait apporté cette boîte et lui avait demandé de la remettre à M. Kyle. L'ouvrier demanda ce qu'il y avait dans la boîte, et Caïn répondit que M. Kyle comprendrait en la voyant. Il ajouta qu'il ne connaissait pas lui-même le contenu, car c'était son grand-père qui lui avait demandé de l'apporter. Caïn continua à assurer à l'ouvrier que si le forgeron refusait de le rencontrer après avoir vu la boîte, il partirait tranquillement sans causer de problème. Sentant qu'elle avait peut-être mal compris Caïn, l'ouvrier l'informa que M. Kyle était actuellement en pause. Elle lui demanda d'attendre pendant qu'elle montrait la boîte à M. Kyle, puis revint l'informer du résultat. Après un certain temps, un autre forgeron arriva, soupira et dit qu'Amy était une personne très gentille. Cependant, il expliqua qu'elle devait parfois faire face à des clients gênants qui se présentaient de temps en temps. Caïn remarqua que le forgeron lui paraissait noir, ce qui le fit douter du caractère de l'homme, car cela indiquait qu'il était quelqu'un qui méritait d'être tué immédiatement. Le forgeron s'approcha de Caïn avec colère, lui disant que s'il voulait rencontrer M. Kyle, il devait utiliser de l'argent au lieu de la pauvre méthode qu'il avait employée pour demander un rendez-vous, et qu'il ne devait même pas rêver de le rencontrer. Il ajouta que M. Kyle ne rencontrait que des personnes importantes et que Caïn n'avait probablement même pas assez d'argent pour se le permettre en premier lieu. Caïn répondit que même s'il avait l'argent, il n'avait aucune raison d'acheter les armes ridicules du forgeron. Le forgeron devint furieux, rétorquant que Caïn n'était qu'un enfant arrogant et têtu. Mais Caïn répondit qu'il n'était pas arrogant et ne voyait simplement aucune raison d'acheter une épée qui ne pouvait pas supporter sa force. Le forgeron demanda à Caïn s'il voulait dire que les épées qu'il fabriquait étaient facilement cassables. Caïn répondit qu'il le croyait effectivement. Le forgeron, furieux, déclara qu'il montrerait à Caïn sa véritable force et assumerait la responsabilité de tout ce qui arriverait, affirmant que Caïn, n'étant qu'un enfant, ne serait pas capable d'en supporter les conséquences. Caïn, agacé, fit remarquer que l'homme ne méritait pas le titre de cœur de fer s'il se comportait de cette manière. Caïn s'approcha d'une épée et lui fit remarquer qu'elle était de 3e ordre, un niveau qui lui convenait parfaitement. Il ajouta que, malgré son apparence, l'épée semblait appartenir à quelqu'un qui connaissait bien sa place. Le forgeron, irrité par les remarques de Caïn, cria, lui demandant comment il osait parler de cette manière. Caïn dégaina l'épée et l'examina, remarquant qu'il s'agissait d'une réplique exacte, brillante à l'extérieur mais faite de matériaux extrêmement pauvres, ce qui la rendait parfaitement adaptée à quelqu'un d'aussi ridicule que le forgeron lui-même. Le forgeron, stupéfait, demanda à Caïn comment il avait pu deviner cela. Caïn répondit qu'il l'avait déduit de la réaction du forgeron et qu'il savait que le forgeron avait intentionnellement placé l'épée parmi les autres pour tromper les voyageurs inexpérimentés. Caïn frappa l'épée avec force une fois, et elle se brisa complètement, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une véritable arme. Le forgeron resta sans voix, incapable de croire ce qui s'était passé. Caïn demanda si le forgeron était prêt à assumer la responsabilité de cet incident, mais l'homme resta sous le choc, incapable de comprendre la situation. Le forgeron insista sur le fait que, malgré la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour fabriquer l'épée, il aurait été impossible qu'elle se brise d'un seul coup. À ce moment-là, une voix se fit entendre derrière eux, faisant remarquer que cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus dans la boutique,
mais qu'il semblait se passer quelque chose d'intéressant. Il s'avéra qu'il s'agissait du forgeron Kyle lui-même, s'adressant à l'assistant forgeron. Kyle exigea une explication de la situation. L'assistant, visiblement nerveux, désigna Cain, agité, l'accusa d'avoir soudainement détruit des épées et insista pour que la garde soit appelée immédiatement. Mais M. Kyle lui cria de se taire, soulignant qu'il ne voulait rien entendre d'autre qu'une explication sur la façon dont un déchet comme ces épées avait fini dans la boutique. L'assistant forgeron, DNE, bégaya en essayant de se justifier, mais Kyle l'interrompit, disant que sa réaction à elle seule expliquait tout. Kyle ajouta qu'il comprenait maintenant pourquoi les rumeurs sur les armes faibles et les nombreux défauts de la boutique s'étaient répandus et qu'un tel problème ne pouvait pas être ignoré sans rendre des comptes. Il ordonna à 2 autres forgerons de retenir DNE, lui disant de se préparer à payer le prix fort pour avoir terni la réputation de la boutique de cette manière. DNE a essayé de supplier pour le pardon, mais M. Kyle est resté ferme dans sa décision, indifférent aux excuses, déclarant que DNE n'était rien d'autre qu'une racaille qui méritait d'être punie. L'assistant forgeron, DNE, a continué à insister sur le fait que Cain avait manqué de respect à M. Kyle, soulignant que Cain avait prétendu que l'épée ne résisterait pas à sa force et que même s'il avait de l'argent, il ne le gaspillerait pas pour des épées de 3e rang. Cain pensait que de tels mots étaient appropriés pour quelqu'un de nature maléfique. M. Kyle tourna alors son attention vers Cain, lui demandant si ce que son assistant, DNE, avait dit était vrai. Cain le confirma calmement, ce qui poussa M. Kyle à dire qu'il avait de grands espoirs pour lui. Kyle sortit alors un objet appartenant à un vieil ami, le jeta à Cain et lui dit de le prendre comme si de rien n'était. Cain attrapa l'objet, qui s'avéra être une branche d'arbre, confirmant qu'il s'agissait de l'objet à l'intérieur de la boîte en bois. Ensuite, M. Kyle récupéra une épée et la tendit à Cain, lui disant de la considérer comme une récompense. Il expliqua que cette épée était l'une des 3 meilleures épées actuellement exposées. Kyle demanda à Cain de la prendre et de partir immédiatement, mais Cain regarda l'épée en silence sans dire un mot. Cela mit en colère M. Kyle, qui demanda si Cain n'aimait pas l'épée, soulignant que Cain avait dit plus tôt que les épées ici ne valaient pas la peine d'être achetées. Il demanda si Cain avait prévu de payer de l'or pour une épée fabriquée spécialement pour lui. Cain prit l'épée et répondit calmement, expliquant que ses commentaires précédents n'étaient pas personnels ou destinés à être une insulte, mais étaient simplement la vérité. Il clarifia que le problème ne venait pas seulement des épées fabriquées par ce forgeron, mais de n'importe quelle épée célèbre, elle ne pouvait tout simplement pas résister à sa force. Pour prouver son point de vue, Cain a balancé l'épée, brisant l'une des 3 célèbres épées d'un seul coup. M. Kyle a été choqué par la scène, notant que Cain n'avait utilisé aucune énergie interne ou mana, mais l'épée s'est brisée d'un seul coup. Kyle s'est interrogé sur l'immense force de Cain, surtout compte tenu de son jeune âge, et a reconnu qu'une telle puissance imposait une pression importante aux épées, rendant impossible toute épée à endurer. En réalisant l'identité de Cain, M. Kyle s'est excusé de l'avoir insulté et de la façon dont il l'avait traité, admettant qu'il ne savait pas que Cain était le petit-fils de Reinhardt. Cain a accepté les excuses et, à son tour, s'est excusé pour ses paroles brutales, notant qu'il devrait être plus prévenant à l'avenir. M. Kyle admit que tout ce que Cain avait dit était vrai et demanda la raison de sa visite, d'autant plus qu'il avait apporté une branche de gui, ce qui indiquait quelque chose d'important. Cain fut surpris, car il ne savait pas que l'objet qu'il transportait était une branche de gui. Kyle demanda si Cain avait apporté la branche sans en connaître la signification. Cain répondit que son grand-père lui avait donné la boîte et lui avait demandé de ne jamais l'ouvrir. Cain demanda alors à M. Kyle quelle était l'importance de la branche. Kyle expliqua que c'était l'un des trésors les plus précieux et le décrivit comme sacré. Cain en déduisit que son grand-père avait volé la branche et continua à en discuter avec le forgeron, notant que son aura semblait quelque peu faible. Kyle expliqua que la branche n'avait pas encore été traitée. Le forgeron ajouta que la branche était de la meilleure matière première et que, si elle était transformée en épée, elle deviendrait une arme comparable à une épée divine. Il mentionna qu'il en avait informé Reinhardt il y a 20 ans. Cain commença à comprendre pourquoi son grand-père avait volé la branche, et Kyle continua à expliquer qu'il avait demandé à plusieurs reprises à Reinhardt la permission de fabriquer une arme à partir de la branche, mais ces demandes avaient toujours été refusées. Cain l'interrompit, demandant si M. Kyle pouvait fabriquer l'arme pour lui personnellement. M. Kyle fut surpris par la demande soudaine de Cain, mais Cain continua, expliquant que, comme il était évident, il ne pouvait pas manipuler les armes en métal. Il expliqua que toute épée, aussi solide soit-elle, se brisait en morceaux avant qu'il ne puisse l'utiliser même 10 fois. Il ajouta qu'il y a 10 ans,
Après avoir consommé le trésor des profondeurs de l'océan, son corps était devenu incapable de manipuler les métaux, pas seulement le fer, mais même les matériaux résistants comme l'auricalque et le mithril, qui se brisaient au contact, le laissant sans arme personnelle. Kyle répondit que la nature d'un corps capable de détruire les métaux ressemblait beaucoup à la description de la bête mythique des profondeurs de l'océan, et il comprit enfin pourquoi Reinhardt lui avait envoyé la branche. Il remarqua qu'une arme fabriquée à partir de la branche de Gui ne serait pas affectée par la condition unique de Cain. Cain fut surpris mais ravi, demandant à Kyle si cela signifiait qu'il aurait enfin sa propre arme. Kyle confirma cela, demandant à Cain de lui faire confiance. Cain partit, sentant que c'était le dernier cadeau que son grand-père lui faisait, surtout après avoir perdu tout espoir de posséder une arme. En sortant du magasin, il vit l'assistante, Amy, debout avec 2 autres personnes, discutant de quelque chose qui semblait très important. Ils avaient l'intention d'informer Monsieur Kyle immédiatement. Amy leur assura qu'elle s'en occuperait elle-même et leur demanda de retourner à leur poste. Cependant, elle fut surprise de trouver Cain debout devant elle, lui demandant ce qui se passait et pourquoi elle avait l'air si sérieuse. Amy bégaya de surprise, incapable de répondre, ce qui poussa Cain à changer de ton et à demander s'il s'agissait du directeur adjoint des NE qui causait plus de problèmes. À ce moment-là, les forgerons s'approchèrent de Cain et lui présentèrent de nombreuses excuses. Ils lui expliquèrent que, par négligence, l'employé qui avait insulté Cain avait pu s'échapper avant qu'il ne soit puni. Ils lui assurèrent qu'ils savaient que l'homme avait trompé Cain et qu'il avait l'intention de l'arnaquer, mais qu'ils l'arrêteraient et le traduiraient en justice. Ils supplièrent Cain de leur pardonner son erreur. Cain ne comprenait pas pourquoi il s'excusait avec autant de ferveur pour une erreur aussi mineure, mais il se rendait compte qu'il pouvait penser qu'il s'agissait d'un des dirigeants du 4e continent, connu pour son mauvais caractère et sa colère rapide. Agacé par ce malentendu, Cain se dit que si son grand-père avait été à sa place, la situation aurait été complètement différente. Il leur demanda de lever la tête et d'arrêter de s'excuser. Les forgerons relevèrent la tête et, au moment où ils allaient le remercier de sa compréhension, ils découvrirent qu'il avait soudainement disparu. C'est parce que Cain s'était précipité vers un endroit où il avait senti un groupe de méchants. Il a commencé à les attaquer avec une telle férocité que leur chef a offert une prime de 3 onces d'or à quiconque pourrait capturer Cain, mort ou vif. Alors que les partisans du chef célébraient la prime, l'un d'eux a été pris au dépourvu lorsque Cain l'a chargé et a facilement pris son épée. Cain a fait remarquer que l'épée était de 3e niveau mais suffirait, et il a commencé à attaquer ses adversaires avec une vitesse incroyable, exploitant leur faiblesse. Cependant, l'épée que Cain avait prise s'est brisée sous la pression de son immense force physique, le forçant à se déplacer vers un autre méchant pour saisir son épée. À ce moment-là, un autre tenta de frapper Cain par derrière avec une hache géante, mais Cain prouva qu'il n'avait pas besoin d'une arme pour les vaincre, délivrant une série de coups rapides qui laissèrent l'attaquant complètement sans défense. Cain prit la nouvelle épée et, en un clin d'œil, commença à l'utiliser pour attaquer les méchants restants qui essayaient de l'affronter avec un coup précis et puissant. Cain dirigea la hache vers l'un des ennemis, perçant la tête du méchant derrière lui. Aucun d'entre eux ne put s'approcher de lui. L'un des subordonnés courut vers le chef, terrifié par le sort qui les attendait s'ils restaient dans leur position actuelle. Cependant, le chef le rassura, lui demandant de ne pas avoir peur ou de faire preuve de lâcheté, expliquant que leur adversaire n'était qu'une seule personne. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, il trouva Cain debout devant lui, saisissant soudainement son épée. Cain commenta que cette épée était bien meilleure que les autres et poignarda immédiatement le chef dans la poitrine, le tuant sur le coup. Les subordonnés restants, furieux, se précipitèrent sur Cain avec fureur, hurlant et l'accusant d'avoir osé tuer leur chef. Pourtant, en un clin d'œil, Cain réussit à tous les éliminer d'un seul coup d'épée, ne laissant aucun d'entre eux capable de l'égratigner. Il se tourna alors vers les 2 derniers membres de leur groupe, qui semblaient être les seuls encore en vie, tremblant de peur. Ils expliquèrent que leur famille avait été menacée de mort et qu'ils n'avaient d'autre choix que de suivre les ordres. Cain tua l'un d'eux et pointa son épée vers le cou de l'autre, le menaçant d'une question, promettant de l'épargner s'il répondait honnêtement. L'homme accusa Cain de mentir, affirmant qu'il le tuerait quoi qu'il arrive. Cain posa son doigt sur l'épée et jura qu'il disait la vérité. L'homme fut choqué par le serment, car un serment d'épée était considéré comme un lien sacré entre un chevalier et son épée, et le briser imposerait de graves restrictions à l'énergie intérieure du chevalier, un destin funeste. Cain répéta son serment, assurant à l'homme que s'il répondait honnêtement, il ne lui ferait aucun mal. Cela convainquit l'homme, qui se prépara à répondre. D'un ton sombre et menaçant, les yeux brillants de malice, Cain lui demanda qui l'avait envoyé.
L'homme hésita, la peur se lisant dans son expression, et ne répondit pas immédiatement, détournant la tête. Caïn poignarda l'homme dans la jambe, lui rappelant leur accord et menaçant de tuer l'autre survivant. Succombant à la douleur, l'homme révéla avec difficulté que c'était Dikapeaël qui les avait envoyés. Caïn sourit, confirmant que ses soupçons étaient fondés. Il demanda plus de détails sur la mission. L'homme expliqua rapidement qu'elle était liée à une grande organisation basée dans la capitale, Bral, et que Din avait joué de ses relations pour les impliquer. Caïn comprit que Din n'était qu'un membre d'une organisation criminelle, ce qui expliquait la noirceur qu'il avait observée en lui depuis le début. Il demanda à l'homme où se trouvait exactement l'organisation. L'homme répondit qu'ils avaient de nombreux emplacements, mais Caïn clarifia qu'il ne demandait pas tous les détails, juste l'endroit où Din était stationné. L'homme répondit que l'Ines Rest était l'une de leurs principales bases opérationnelles et que la demande avait été faite là-bas. Caïn demanda à nouveau pour s'assurer que l'homme ne mentait pas, et l'homme jura qu'il disait la vérité et que c'était toute l'information qu'il avait. Caïn retira l'épée de la jambe de l'homme, reconnaissant que ses paroles semblaient véridiques et nota que l'Ines Rest était proche de leur emplacement actuel. L'homme plaida pour sa libération, rappelant à Caïn sa promesse. Cependant, Caïn lui dit qu'il ne le laisserait pas partir mais qu'il le tuerait à la place. Choqué, l'homme demanda comment Caïn pouvait oser après avoir juré sur son épée. Caïn répondit que le serment de l'épée ne s'appliquait pas à lui. L'homme protesta, affirmant que c'était impossible. Caïn expliqua que c'était possible parce qu'il avait consommé la pêche céleste, qui avait retiré l'énergie interne de son corps, le libérant de ses restrictions. L'homme affirma que l'honneur d'un chevalier dépendait de sa parole et de ses promesses. Caïn admit que c'était vrai, mais il ajouta qu'il y avait toujours une exception à chaque règle et qu'une promesse faite à une personne mauvaise ne comptait pas comme une vraie promesse. C'étaient des principes qu'il avait appris tout au long de sa vie. Il décapita alors rapidement l'homme. L'épée se brisa en morceaux, même si Caïn pensait qu'elle durerait plus longtemps. Cependant, elle ne pouvait pas résister à plus de 10 coups. Caïn réalisa alors qu'il avait désespérément besoin d'une arme personnelle qui ne pourrait jamais se briser. Dans la maison de repos de Lan, qui de l'extérieur semble être une maison simple et ordinaire, l'extérieur ne reflète pas la réalité de l'intérieur. Il y a un passage caché menant à un sous-sol où les criminels et les méchants les plus dangereux se réunissent pour discuter de leurs plans et de leurs crimes, y compris le meurtre et le vol, et se vanter de leurs exploits. Parmi eux se trouve un enfant d'apparence innocente, apparemment issu d'une famille respectable, qui a été kidnappé. Pendant ce temps, l'un des criminels demande au ravisseur comment il a réussi à retrouver l'enfant au même endroit. Dan Kapeael, l'ancien directeur adjoint de la forge, est en colère et crie qu'il ne peut pas croire que les hommes qu'il a envoyés n'aient pas réussi à s'occuper d'une seule personne. Ce qui le met le plus en colère, c'est que s'il avait su l'existence de cette personne, il n'aurait pas envoyé les hommes qu'il a envoyés de manière imprudente. Il faisait référence à un homme masqué qui se tenait devant lui, une figure réputée pour sa force à Atlanta. La présence de l'homme masqué indique que le directeur s'attend à ce qu'il accomplisse quelque chose d'important. Dan demande à l'homme masqué s'il est prêt à agir maintenant, ce à quoi l'homme masqué répond par une question, où exactement? Dan répond qu'il veut qu'il s'occupe du jeune homme qu'il a insulté plus tôt dans la matinée, soulignant qu'il est venu ici spécialement dans ce but. Cependant, l'homme masqué précise que les seuls ordres qu'il a reçus étaient de récupérer un objet spécifique, rien de plus. Dan s'enquiert de l'objet en question et l'homme masqué répond qu'il recherche des informations sur Ironat. Dee ressent une vague de terreur lorsqu'il réalise que l'homme masqué pourrait prendre l'information et éventuellement le tuer par la suite. Mais l'homme masqué le rassure en lui disant qu'il n'a reçu aucun ordre de mettre fin à ses jours, il devrait donc se sentir en sécurité à cet égard. DN lui remet la puce contenant l'information, et l'homme masqué la prend en déclarant qu'il va partir maintenant qu'il a ce qu'il est venu chercher. DNE, toujours anxieux, proteste avec véhémence, insistant sur le fait que l'homme masqué ne peut pas partir car son départ le laisserait sans protection. L'homme masqué chuchote sévèrement, lui ordonnant de se taire, soulignant que la situation à l'extérieur est devenue étrangement calme. À proximité, quelqu'un demande à l'enfant de compter jusqu'à 20 avant d'ouvrir les yeux, mais Caïn, qui s'est infiltré dans la cachette, dit à l'enfant de garder les yeux fermés un peu plus longtemps. Lorsque Den et l'homme masqué apparaissent, ils sont tous deux choqués de voir Caïn tenir l'enfant sur son épaule, lui assurant qu'il peut dormir paisiblement car la prochaine fois qu'il ouvrira les yeux, il sera dans les bras de sa mère. L'homme masqué demande à DN s'il sait qui est ce jeune homme. DN répond qu'il s'agit du garçon grossier qu'il a insulté ce matin-là. L'homme masqué s'approche de Caïn, lui faisant remarquer qu'il semble beaucoup trop dur et viol pour son âge et qu'il n'y avait aucune raison d'exagérer.
Tirant son épée, l'homme masqué se prépare au combat, tandis que Caïn répond avec virulence et sarcasme, se demandant qui est vraiment le plus dur dans cette situation. Il souligne à quel point il est ironique pour des gens comme eux de parler de cruauté. Caïn explique que tout ce qu'il a fait, c'est tuer l'homme qui s'est vanté d'avoir décapité quelqu'un et torturé ceux qui se sont vantés d'avoir tourmenté les autres avant de les éliminer. Il souligne que si l'adversaire est faible, la miséricorde est le seul acte vertueux car la gentillesse est accueillie par la gentillesse, tandis que la malice et le mal infini doivent être accueillis par leurs semblables. Caïn ajoute que la miséricorde n'a pas de place pour des racailles comme eux et que, par conséquent, la haine et la malice sont tout ce qu'ils méritent. Levant son épée, Caïn rit d'un air moqueur, demandant quel crime l'homme masqué a commis et s'il doit le décapiter comme il l'a fait avec l'autre homme. L'homme masqué se rend compte que Caïn n'est pas une personne ordinaire, en fait, il semble être complètement fou. D'un seul mouvement rapide, Caïn se jette sur l'homme masqué avec une vitesse incroyable, si rapide que l'homme masqué ne pouvait même pas voir Caïn dégainer son épée. L'homme masqué ne pouvait pas se défendre, mais heureusement pour lui, l'épée de Caïn se brisa avant de pouvoir lui trancher le cou. Néanmoins, Caïn enfonça la moitié de la lame dans le cou de l'homme masqué, le rendant complètement immobilisé. Caïn avertit l'homme masqué de ne pas faire un seul faux mouvement où il souffrirait d'une mort lente et douloureuse en se vidant de son sang. Caïn se tourna alors vers Dne, d'un ton démoniaque rempli de folie, lui dit qu'ils n'étaient plus que tous les deux. Dne se mit à pleurer en imaginant disparaître, hurlant fort alors que personne de vivant n'était là pour l'entendre ou l'aider. Après avoir terminé ce qu'il avait l'intention de faire, Caïn retourna à sa résidence d'Ironat et raconta les événements de ce qui s'était passé avec Den au forgeron Kyle. Kyle lui dit que Den n'était en fin de compte qu'un membre d'une organisation criminelle affiliée à l'organisation Sinisté Atlanta. Caïn accepta et lui montra la puce de données contenant les rapports que Dan avait prévu de livrer à Atlanta. Kyle remarqua que la puce semblait appartenir à un très vieux modèle du troisième continent et suggéra qu'elle avait peut-être été conçue à des fins de sécurité. Quand nota qu'utiliser un modèle aussi ancien rendrait difficile la recherche d'un appareil compatible pour lire les données qu'il contient. Kyle exprima sa frustration face à leur incapacité à comprendre les objectifs de l'organisation, ajoutant que cela ne faisait qu'accroître son sentiment de malaise et d'anxiété. Caïn répondit que la prudence était de mise dans les circonstances actuelles car il ne comprenait toujours pas complètement les intentions du groupe. Kyle dit à Caïn d'être prudent car si quelque chose lui arrivait, Kyle ne pourrait plus fabriquer son épée à l'avenir. Caïn répondit qu'il ne voulait pas insinuer un tel scénario, mais Kyle rit, disant qu'il plaisantait seulement. Il ajouta ensuite qu'il était curieux de savoir qui était l'enfant que Caïn avait amené avec lui. Caïn expliqua qu'il avait sauvé l'enfant du groupe de méchants de la cachette et demanda à Kyle s'il pouvait le laisser avec lui car l'implication d'Atlanta dans l'affaire le rendait incapable de faire confiance aux volontaires ou aux gardes. Kyle lui assura que, bien sûr, il pouvait laisser l'enfant avec lui et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. En entendant cela, Caïn remercia Kyle et se prépara à partir, mais Kyle l'arrêta et lui tendit un rouleau de papier, expliquant qu'il l'avait trouvé dans un tiroir caché de la boîte qui avait contenu la branche de Gui, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un message de son grand-père Reinhardt. Caïn remercia Kyle de lui avoir transmis le message, auquel Kyle répondit qu'il ne faisait que son devoir. Caïn dit à Kyle qu'il le contacterait dès qu'il aurait trouvé un appareil pour lire la puce de données, et Kyle répondit qu'il comptait sur lui. Caïn partit après avoir pris des dispositions avec Kyle, lui disant au revoir et espérant le revoir bientôt. De retour à la cachette, Tamira et son ami arrivèrent, toutes deux choquées par la scène qui les entourait. L'ami ne pouvait identifier personne sur le continent central qui possédait l'immense force nécessaire pour affronter l'organisation d'Atlanta. Elle demanda à Tamira si elle pensait que les individus pourraient être de leur côté, ce à quoi Tamira répondit qu'elle ne le savait pas. Cependant, l'ami affirma une chose qui était certaine, ces individus étaient durs et extrêmement violents, et même s'ils étaient des alliés, ce n'était pas quelque chose dont on pouvait être fier ou heureux. Tamira acquiesça, disant que ces personnes avaient peut-être dépassé les limites autorisées, et l'ami répondit que même si elle n'avait aucun problème à éliminer les méchants, employer des méthodes aussi brutales n'était pas du tout un bon signe. Tamira fit remarquer qu'elle pensait que ces personnes pourraient être difficiles à gérer, mais qu'elle avait également le sentiment d'avoir déjà vu de telles méthodes quelque part auparavant. Son ami répondit qu'au moins c'était bien qu'ils reconnaissent l'existence d'individus opposés à Atlanta. Tamira commenta que ce serait incroyable s'ils continuaient à envoyer des gens comme ça d'autres continents. Son ami lui répondit que c'était possible, d'autant plus qu'Atlanta avait une emprise maléfique sur tout. Elle ajouta qu'il devait y avoir d'autres personnes qui se battaient pour éliminer Atlanta ailleurs, peut-être par leurs propres moyens. Tamira fit remarquer que même si c'était le cas, elle aimerait rencontrer de tels individus au moins une fois,
et son amie ajouta qu'elle aussi voudrait enquêter sur eux. Pendant ce temps, Kain se tourna vers sa chambre et commença à lire la lettre de son grand-père. Elle l'informait que s'il la lisait maintenant, cela signifiait qu'il avait atteint le continent central, rencontré le forgeron Kyle, obtenu la branche de Gui et peut-être même demandé une épée. La lettre lui demandait également de rechercher la prêtresse qui pouvait voir le destin. Kain fut surpris de la capacité de Reinhardt à prédire toutes ces choses, qu'il considérait comme de simples coïncidences, surtout lorsqu'il lut la mention de son grand-père selon laquelle il affronterait les hommes d'Atlanta dans la capitale Bral. Il en conclut que si tout ce qui était écrit dans la lettre était exact, cela signifiait une chose, il perdrait la vie aux mains des hommes d'Atlanta le lendemain. Kain se rendit à Celestial Good, une zone dédiée à la vente d'objets du troisième continent, connue pour sa civilisation mécanique avancée. Cependant, Kain se sentit extrêmement fatigué et pensa que s'il avait suffisamment de mana, il ne se sentirait pas aussi épuisé. Ceux qui avaient beaucoup de mana n'avaient pas besoin de longues périodes de sommeil pour recouvrer la santé, le mana fournissait au corps et à l'esprit de l'énergie et aidait à récupérer de la fatigue. Contrairement à son état actuel, où il se sentait somnole, Kain se rendit dans une boutique et demanda au vendeur s'il avait un appareil ATK. Le vendeur répondit que l'appareil était sorti il y a 27 ans, mais que Kain espérait en trouver un qui fonctionnait encore. C'était la seule boutique restante, et Kain sentit qu'il aurait une chance incroyable s'il trouvait l'appareil qu'il recherchait ici. Plus tard, Tamira et son ami visitèrent le même magasin. Tamira demanda au vendeur s'il avait une vieille tablette appelée TK. Les yeux du vendeur s'illuminèrent lorsqu'il lui demanda si elle parlait de la TKDX-32, se demandant si l'appareil redevenait populaire puisqu'un passionné était récemment venu le demander et qu'il leur avait vendu le dernier. Tamira se sentit frustrée et demanda au vendeur s'il avait vendu tous les appareils disponibles. L'ami de Tamir murmura qu'il était peu probable qu'une personne ordinaire vienne à Elam pour acheter un appareil aussi ancien. Tamira répondit qu'elle soupçonnait que l'acheteur pouvait être lié à Atlanta. Dans ce cas, elle pensait qu'il était essentiel d'essayer de retrouver la personne qui avait acheté l'appareil. Elle eut une idée et s'approcha du vendeur, demandant poliment à voir un appareil TKDX-32 et demandant plus d'informations sur la personne qui l'avait acheté afin de pouvoir essayer de la localiser. Kain inséra la puce de données dans la tablette, et une fenêtre système apparut, affichant des informations dangereuses qui le choquèrent. Les informations comprenaient un plan pour rassembler les armes stockées dans Ironat, kidnapper le forgeron Kyle et sa famille, et des détails sur Kyle, sa famille et tous les ouvriers d'Ironat. C'est réalisa qu'il devait informer immédiatement M. Kyle pour qu'il prenne des mesures concernant cette catastrophe. Cependant, ses plans furent interrompus par l'apparition soudaine de Tamira, qui courut vers lui et lui dit qu'elle était certaine qu'il se reverrait. Kain reliait les paroles de son grand-père aux événements actuels et devina quelle pourrait être la prêtresse qui pouvait voir le destin. Tamira demanda à Kain s'il se souvenait d'elle ou s'il avait oublié, mais Kain ne répondit pas au début, pensant que son apparition à ce moment était le pire moment possible, d'autant plus qu'il n'avait pas de temps à perdre. Puis, il répondit qu'il se souvenait d'elle et nota que la personne qui se tenait derrière elle était probablement la gardienne de la prêtresse qui pouvait voir le destin. Tamira se sentit ravie et dit qu'elle était heureuse qu'il ne l'ait pas oubliée, ajoutant que si cela avait été le cas, elle aurait pu fondre en larmes et en chagrin. Soudain, elle s'approcha et continua à dire que plus elle le voyait, plus les choses devenaient étranges, car elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne pouvait pas voir son destin à ce moment-là. La gardienne l'interpella, lui rappelant de se concentrer d'abord sur leurs tâches urgentes, mais Tamira surprit tout le monde en demandant directement à Kain s'il était membre d'Atlanta. La gardienne essaya de l'arrêter, disant qu'il n'était pas approprié de poser une telle question aussi brutalement. Kain répondit calmement qu'il n'était pas membre d'Atlanta, au contraire, il était contre eux. Tamira se sentit soulagée et dit qu'elle en était sûre. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un groupe d'individus dont le chef déclarait qu'il était venu voir qui avait mordu à l'hameçon. Tout le monde fut choqué de le reconnaître, c'était Shaw Bâton, le directeur exécutif de l'organisation d'Atlanta. Tamira lui demanda comment il les avait trouvés et ce qu'il faisait ici. La gardienne s'avança pour protéger la princesse, lui ordonnant de rester en arrière. Shaw répondit que cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, peut-être un an ou plus, et fit référence à leur rencontre sur le deuxième continent. Lorsque les spectateurs entendirent l'identité de Shaw, ils commencèrent immédiatement à fuir la zone. Shaw remarqua sarcastiquement qu'il semblait que personne ici ne voulait accueillir des personnages importants du deuxième continent. Le gardien exigea avec colère qu'ils ne s'approchent pas davantage. Shaw leur demanda de répondre à sa question sur la raison pour laquelle ils étaient venus sur le continent central, mais le gardien et Tamira restèrent silencieux.
Cho ajouta qu'il n'avait pas besoin de répondre car leur achat de la tablette indiquait clairement qu'ils enquêtaient. Cependant, il remarqua que la tablette qu'il recherchait n'était pas avec le gardien ou Tamira mais avec Kain. Cho fut surpris et déclara avec colère que la personne qui avait acheté la tablette TKDX32 n'était pas la princesse mais juste un individu ordinaire. Ils lui ont demandé s'il l'avait suivi à l'aide d'une puce implantée dans l'appareil. Cho a confirmé en déclarant que la puce avait été délibérément implantée pour attirer toute personne s'opposant à eux ou les ciblant. Le gardien a été choqué par l'ampleur de leur audace et l'implantation de dispositifs de suivi dans de tels objets. Cho a répondu moqueusement, en disant que grâce à cela, ils avaient attrapé une proie précieuse. Aujourd'hui, Cho s'est tourné vers Kain, lui demandant son identité et s'il travaillait avec eux ou simplement une personne au hasard qui avait acheté la tablette par hasard. Kain a répondu qu'il n'était qu'une personne ordinaire. Cho a ri sarcastiquement, disant qu'il le croirait, ajoutant que Kain n'avait pas l'air fort ou monstrueux comme les autres. Il a ensuite fait signe à ses hommes, et les hommes de l'organisation ont commencé à encercler la princesse et son gardien de tous les côtés. Cho a activé des haut-parleurs géants qui ont émis des ondes sonores très perturbatrices. Ces vagues étaient extrêmement puissantes et avaient un effet violent sur les bêtes nobles comme la princesse. Kain fut surpris d'entendre l'arme décrite comme anti-bête et remarqua que les vagues affectaient la princesse et son gardien plus intensément que quiconque. Cho rit de manière maniaque et dit à la princesse qu'elle pouvait désormais dormir paisiblement car à son réveil, elle se retrouverait dans une prison souterraine. En effet, la princesse perdit connaissance et s'effondra au sol tandis que le gardien, complètement épuisé, s'excusa auprès de la princesse avant de s'évanouir également. Kain resta debout calmement, observant la situation sans intervenir ni dire un mot, même à Cho. Cho se tourna vers lui et dit que c'était maintenant son tour, et bien qu'il semblait être une personne ordinaire, Cho ne le laisserait pas partir indemne. Cho demanda à Kain de l'accompagner tranquillement, ajoutant que s'il ne trouvait aucune preuve contre lui pendant l'enquête, il le libérerait. Kain demanda si cela signifiait qu'il l'emmènerait à leur base. Cho confirma cela et ordonna à Kain de mettre les menottes, expliquant qu'il n'avait aucune intention de lui faire du mal, d'autant plus qu'il était de bonne humeur après avoir capturé la princesse grâce à lui. Cho tendit à Kain une paire de menottes fabriquées à partir du fer le plus résistant du monde, connu pour ses propriétés de suppression de mana et son coût de production exorbitant. Cependant, Kain, avec un sourire rusé, ne montra aucun intérêt pour les paroles de Cho et mit les menottes. Après un moment, ils arrivèrent à la base souterraine de l'organisation, où l'atmosphère était extrêmement froide. La gardienne reprit lentement conscience, se retrouvant dans un endroit sombre et froid. Elle se réveilla en panique lorsqu'elle réalisa que la princesse n'était plus à ses côtés et se mit à crier et à l'appeler. Pendant ce temps, Kain était assis tranquillement sans faire de bruit. La gardienne remarqua que les menottes qui l'alliaient étaient en fer fluide, ce qui l'empêchait d'utiliser de l'énergie. Kain lui demanda si elle avait complètement repris conscience et l'informa que la princesse avait été emmenée quelques minutes plus tôt. Choquée par ces paroles, la gardienne se mit à crier pour appeler les gardes, mais Kain lui dit qu'il n'y avait pas de garde à l'extérieur car ils avaient été convoqués ailleurs. Elle demanda à Kain s'il était vraiment contre Atlanta comme il le prétendait. Kain répondit qu'il était fortement contre eux car ils essayaient de le priver de son épée. La gardienne fut intriguée par sa déclaration, alors Kain expliqua qu'il n'y avait qu'une seule version de cette épée au monde, et qu'il ne l'abandonnerait pas quoi qu'il arrive. Il a ajouté qu'il avait l'intention de donner une leçon à l'organisation. Le gardien lui demanda avec colère s'ils se rendaient compte de la gravité de leur situation, soulignant que leurs mains et leurs pieds étaient liés par des menottes en fer flottant, que même le roi des bêtes ne pouvait pas briser. Kain répondit calmement, notant que même si les menottes étaient solides, elles étaient finalement en métal, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas suffisantes pour le retenir. Kain brisa les menottes comme si elles étaient en papier, choquant le gardien, qui lui demanda comment il avait réussi à faire cela. Il lui dit de ne pas bouger et lui assura qu'il briserait ses menottes tout aussi rapidement. En quelques secondes, Kain brisa les menottes du gardien, la laissant abasourdi et incapable de croire ce qui s'était passé. Kain lui dit qu'il était temps de bouger et retira négligemment l'une des barres de fer de la cellule de la prison. Le gardien était encore plus étonné mais commença à s'adapter à son étrange force. Kain s'avança et lui demanda de le suivre, soulignant qu'il avait entendu des pas venant de la direction où la prêtresse avait été emmenée. Le gardien le suivit immédiatement. Pendant ce temps, dans une autre cellule, la princesse Tamira était retenue captive et attachée. Cho se moqua de lui, disant que Dan Kpael s'était finalement révélé utile même après sa mort puisqu'ils avaient finalement capturé la prêtresse du destin. Il dirigea ses paroles vers la princesse Tamira, lui disant qu'il ferait la fête ce soir car grâce à elle,
il pourrait recevoir une promotion. Puis, d'un ton fou, il dit que la façon dont elle le regardait maintenant était si merveilleuse qu'il voulait lui arracher les yeux et les garder pour toujours pour avoir le plaisir de les regarder quand il le voulait. Tamira répondit sarcastiquement, « Que penses-tu du fait que je t'arrache les yeux et que je ressente moi-même cette sensation ?» Cho rit, disant que ses paroles étaient dures mais séduisantes. Il sortit un outil métallique et s'approcha d'elle, lui disant que ses actions pourraient lui causer des ennuis mineurs avec son supérieur mais qu'il s'en fichait. Cho hurla furieusement, jurant de punir son insulte au centuple et exigeant qu'elle reste silencieuse. Soudain, le bruit de pas l'interrompit, le poussant à crier avec colère, demandant qui avait autorisé l'entrée. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Kain donna un coup de pied-viol qui envoya Cho voler loin de la princesse Tamira. Kain enchaîna avec un autre coup de pied, envoyant Cho s'écraser sur l'équipement de torture. Kain s'approcha de la princesse, lui demandant si elle allait bien et si elle avait été blessée. La rassurant qu'il était là pour la libérer, Tamira le remercia, exprimant sa gratitude pour son aide mais mentionna que briser les menottes serait extrêmement difficile sans la clé. Elle fut étonnée lorsque Kain brisa facilement les menottes et l'informa que les gardes l'attendaient dehors. Tamira lui demanda quel était son plan et pourquoi il ne viendrait pas avec eux. Kain répondit qu'il resterait un moment pour chercher des réponses à certaines de ses questions. Il lui demanda d'attendre dehors avec les autres, ajoutant que ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas quelque chose dont la prêtresse devait être témoin. Il lança un regard diabolique à Cho. Tamira se dirigea vers la porte, laissant Kain seul avec Cho. Une fois dehors, sa gardienne Nell courut vers elle et la serra fort dans ses bras, exprimant sa joie que la princesse soit en sécurité. Tamira répondit qu'elle était également soulagée qu'ils aillent bien. Cependant, leur conversation fut brusquement interrompue par les cris d'agonie de Cho émanant de derrière la porte, manifestement en proie à une douleur atroce. Nurel demanda ce qui se passait à l'intérieur. Tamira répondit que Kain interrogeait Cho. Nurel fut étonné par la force surnaturelle de Kain, soulignant sa capacité à briser les menottes et à faire crier ainsi le directeur adjoint d'Atlanta. Après un moment, Kain émergea, s'excusant de les avoir fait attendre et les exhortant à partir rapidement car la situation était extrêmement dangereuse. Tamira lui demanda ce qui était arrivé à Cho. Kain répondit simplement qu'il était mort. Il les avertit de ne pas regarder le corps, mais Nurel insista pour entrer pour confirmer par elle-même. Nurel entra mais regretta bientôt de ne pas l'avoir fait, la scène était horrible. Le corps de SH était complètement démembré et des morceaux étaient éparpillés partout. Elle regrettait sa décision et était tellement choquée que son esprit avait du mal à comprendre ce qui s'était passé. Kain se déplaça aux côtés de Tamira et Nurel, les remerciant pour leur aide. Faisant remarquer que grâce à eux, il avait pu localiser la base, ils disparurent de la vue. Kain remarqua qu'ils étaient désormais dans un endroit sûr, loin de la poursuite de leur ennemi. Il ajouta qu'il avait quelque chose d'important à leur dire. Kain sortit un morceau de papier contenant un schéma et expliqua qu'il contenait toutes les informations liées à l'appareil qui avait été utilisé sur eux avant leur enlèvement. La princesse Tamira et le gardien Nurel furent étonnés de la capacité de Kain à obtenir des informations aussi cruciales malgré leur présence. Kain continua d'expliquer que l'appareil en question était conçu pour cibler les bêtes, imposant une charge excessive à leur corps en supprimant leur technique unique de flux sanguin. Il ajouta que même s'il ne pouvait pas saisir pleinement les principes exacts derrière son mécanisme, il avait réussi à découvrir cette information essentielle. Nurel répondit, suggérant qu'il serait préférable pour eux d'éviter d'utiliser leur technique de flux sanguin pendant un certain temps pour éviter tout dommage. Tamira remercia Kain pour ses efforts dans la collecte d'informations, mais il répondit qu'il avait ses propres objectifs et n'avait pas besoin de leur gratitude. Il ajouta ensuite que la révélation la plus importante était le véritable objectif de l'organisation d'Atlanta, l'effondrement du continent central. Kain expliqua que cet effondrement leur permettrait de violer l'accord de paix entre les 4 continents et d'exploiter l'influence des organisations de chaque continent pour déclencher une guerre mondiale. Grâce à cette guerre, l'organisation pourrait épuiser la force militaire de chaque continent et prendre le contrôle du monde. Tamir et Nurel furent stupéfaits par la gravité de ces plans. Kain se rappela les avertissements de son grand-père sur la possibilité de perdre la vie à Atlanta et comprit maintenant la raison de ces avertissements. Il leur dit que c'étaient là les seules informations dont il disposait actuellement et qu'il continuerait à gérer la situation par lui-même. Tamira a essayé de le convaincre de venir à leur base, mais Kain a refusé, expliquant qu'il devait retourner à Aeronat pour se préparer à toute attaque potentielle de l'organisation. Tamira lui a demandé de promettre qu'il se reverrait. Kain a répondu qu'il voulait également lui parler et a demandé si 18 heures à la taverne de Sarah lui conviendrait.
Tamira a accepté, lui disant qu'elle l'attendrait là-bas. Kain leur a rapidement fait ses adieux et s'est précipité vers Ironat. Nurel a été impressionné par ses incroyables compétences, pensant qu'il pourrait être aussi fort que les bêtes terrifiantes qu'elle connaissait, mais la voix de Tamira a interrompu ses pensées. Tamira lui a dit que les choses étaient plus compliquées, notant que Kain était la seule personne dont elle ne pouvait pas voir le destin. Elle a ajouté qu'elle lui était reconnaissante de l'avoir sauvé aujourd'hui et a décidé de lui demander son nom et d'en apprendre davantage sur lui lors de leur prochaine rencontre. Plus tard, Kain arriva à Ironat et frappa à la porte de Kyle. Kyle l'ouvrit en panique, demandant à Kain pourquoi il était venu à une heure aussi tardive. Kain répondit qu'il avait confirmé le contenu de la puce de données. Il commença à expliquer les informations qu'il avait découvertes sur Atlanta, mettant en colère Kyle, qui exprima son étonnement face à leur plan sinistre. Kain informa Kyle que le véritable objectif de l'organisation était de déclencher une guerre et, pour assurer un approvisionnement régulier en armes militaires, il tenterait de prendre le contrôle d'Ironat. Kyle répondit qu'il avait soupçonné que quelque chose comme ça pourrait arriver un jour. Kain suggéra que Kyle et l'artisan se cachent pour le moment, mais Kyle refusa catégoriquement. Kyle expliqua que la découverte de la conspiration inciterait l'organisation à attaquer immédiatement, et même s'ils se cachaient, l'organisation finirait par les trouver, surtout après que Kain ait attaqué leur base. Kain s'excusa abondamment pour son erreur de jugement, mais Kyle le rassura qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser. Kyle ajouta ensuite qu'en ce qui concerne la fabrication de l'épée personnelle de Cain, il y avait quelque chose dont il devait discuter. Cain demanda s'il y avait un problème. Le forgeron Kyle demanda à Cain s'il savait quelque chose sur le métal certain, expliquant qu'il s'agissait d'un matériau incroyablement rare provenant du deuxième continent et essentiel pour neutraliser les propriétés uniques de la branche de Gui. Kyle ajouta que l'obtenir était extrêmement difficile, mais s'il avait le métal, il pourrait terminer la fabrication de l'épée en une semaine seulement. Cain répondit avec assurance qu'il devait acquérir le métal par tous les moyens nécessaires. Kyle fut surpris par la détermination de Cain, mais Cain prévoyait déjà d'utiliser sa prochaine rencontre avec la princesse Tamira pour obtenir le métal. Le lendemain, à la taverne de Sarah, Cain interrogea Tamira sur le certain et si elle pouvait se le procurer rapidement. Tamir répondit que l'obtention du métal n'était pas un problème, mais que le temps que cela prendrait pourrait être un problème. Elle remarqua l'épée du gardien Nurel et demanda à Cain s'il était nécessaire que le métal ne soit pas traité. Cain répondit qu'il voulait le métal dans n'importe quel état. Tamira dit que si c'était le cas, il pourrait fournir le métal immédiatement. Nurel essaya de protester, expliquant que l'épée était extrêmement précieuse pour elle car c'était un cadeau du roi des bêtes, mais Tamira l'interrompit fermement, forçant Nurel à remettre l'épée à Cain à contre-séure. Cain remercia Nurel pour sa compréhension et leur dit qu'il pouvait les aider avec des informations sur d'autres bases si nécessaire. Tamira lui demanda s'il était sérieux dans son offre, et Cain confirma sa volonté de partager toutes les informations qu'il avait. Tamira le décrivit comme gentil bien que son comportement semblait quelque peu suspect et lui demanda ce qu'il prévoyait exactement. Mais Cain répondit que ce n'était pas important pour le moment et qu'il voulait juste coopérer avec eux. Tamira fut surprise et lui demanda s'il suggérait de former une alliance. Cain clarifia que même s'il opérait et travaillait seul, il avait besoin d'alliés dignes de confiance pour faire face à une organisation comme Atlanta. Tamira lui demanda s'il leur faisait vraiment confiance, et Cain répondit avec assurance qu'il leur faisait entièrement confiance car il semblait fiable. Cain ajouta que l'alliance dépendait également de leur confiance en lui, et s'il ne lui faisait pas confiance, cela changerait tout. Tamira lui assura catégoriquement qu'il lui faisait confiance. Cain répondit que dans ce cas, il pourrait former une alliance mais conseilla la patience car il ne savait pas combien de temps cela prendrait. Cain prit l'épée et s'excusa pour la livrer le plus rapidement possible. Tamira l'arrêta et lui donna une carte de l'auberge où il séjournait, notant qu'il pouvait leur rendre visite s'il le souhaitait. Cain accepta la carte et la remercia. Tamira l'arrêta à nouveau et se présenta par son nom complet, Tamira Fervestan. Cain réalisa qu'il ne s'était pas présenté mais avait simplement donné son prénom. Tamira commenta que son nom était charmant et lui fit ses adieux. Cain revint vers Kyle et lui tendit l'épée. Kyle fut étonné de la rapidité avec laquelle Cain avait acquis le métal, d'autant plus que l'épée n'était pas ordinaire mais l'épée du loup noir. Cain se sentit heureux que la tâche soit terminée et s'attendait à ce que l'épée soit prête d'ici une semaine. Kyle expliqua que l'épée serait légendaire et sans pareil. Cain se rendit ensuite à l'auberge que Tamira avait mentionnée. Il remarqua qu'elle n'était pas située à la périphérie de la ville comme il l'avait prévu, mais directement sur la rue principale, ce qu'il trouva étonnamment audacieux de leur part.
Il frappa à la porte et prononça le mot de passe convenu. Toutes les boissons étaient épuisées et il ne pouvait en acheter aucune. Le gardien Nurel reconnut l'arrivée de Quin et ouvrit immédiatement la porte, commentant qu'il était revenu plus vite que prévu, d'autant plus qu'il était parti précipitamment et qu'il pensait qu'il prendrait plus de temps. Quin répondit que la tâche ne demandait pas beaucoup de temps, mais que l'important était maintenant de demander pourquoi Shaw avait un dispositif de suppression du flux sanguin. Soudain, il remarqua quelqu'un avec une aura sombre. Quin s'approcha lentement de la personne, disant qu'il ne s'attendait pas à voir un tel spectacle ici. La personne paniquait et demanda avec effroi pourquoi Quin s'approchait de lui comme ça, tentant de s'échapper et de crier. Mais Quin lui dit d'arrêter de faire semblant et de révéler sa vraie nature. Son expression devint terrifiante et sinistre en un instant. Quin coupa la tête de la personne avec son épée, disant qu'il aurait dû être évident pourquoi cela était nécessaire. La tête de la personne tomba au sol, attirant l'attention de tout le monde, et un lourd silence remplit la pièce. Les autres bêtes furent effrayées par le comportement violent de Quin lors de sa première apparition parmi elles. Quin fit remarquer qu'il était en retard pour se présenter à cause d'un obstacle sur son chemin, mais que le problème était désormais résolu. Il ajouta : « Je m'appelle Quin, et je serai ton colocataire pendant un certain temps. Prenons soin les uns des autres. »